Maintenant, les malwares, si tu as un MetaMask, ils vont chercher ta clé et la vider. Avoir ses fonds sur un hot wallet type MetaMask, Rabi, sans sécurité, c'est plus dangereux qu'avant, quoi. Ça devient de plus en plus dangereux juste parce que une question de coût-opportunité. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'argent et du coup, ils sont capables de déployer des fonds vachement plus grands. Mais aujourd'hui, on arrive dans le moment où le prix de la vulnérabilité, même s'il est cher, ça coûte entre 1,5 million et 2,5 millions. Et juste pourquoi, dans ce cas-là, les hackers, tu vois, au lieu de vendre 1 million, 2 millions, ils vont pas directement voir Google et ils leur disent voilà. Parce que les bounties sont beaucoup plus bas. Ok. Ouais. Revenons sur Recover, donc je te propose en 30 secondes de rappeler un peu la polémique de l'époque et finalement d'expliquer ce qui s'est passé depuis. J'imagine que de l'eau a coulé sous les ponts. Yes. Alors, pour redonner un peu de contexte, donc Ledger Recover, c'est une solution de backup distribuée pour les utilisateurs. Donc, en tant qu'utilisateur, quand tu rentres dans le monde de la crypto, tu dois générer un master secret qu'on appelle la seed recovery phrase, qui est une suite de 24 mots. Et en fait, cette suite de 24 mots, il ne faut pas la perdre. Si tu la perds, tu n'as potentiellement plus jamais accès à tes cryptos. Si un attaquant qui met la main dessus, il va faire des transactions qui vident ton wallet. Et comme la blockchain est immutable, comme on dit tout à l'heure, tu ne pourras pas annuler cette transaction. Donc en fait, cette seed recovery phrase, il ne faut vraiment pas la perdre et la sécuriser correctement et créer un backup qui va bien, etc. etc. Et quand on pense en termes d'expérience utilisateur, ce concept que je viens de décrire un petit peu, il est un petit peu déconcertant au début. On se dit, mais qu'est-ce que je fais de ces 24 mots? Je les mets où? Ok, je les écris sur un bout de papier. Il ne faut surtout pas les mettre sur un support digital. Je vais le dire en premier. Je l'écris sur un bout de papier. Où est-ce que je mets ce bout de papier? Qu'est-ce qui se passe si ma maison brûle? Bref, il y a tout un tas de questions qui arrivent dès que tu commences à faire ça. Et en plus de ça, plus ta valeur augmente, plus les questions deviennent compliquées. Enfin, en tout cas, la réponse que tu vas donner à ces questions ne va pas être forcément la même selon si tu sécurises 100 € et si tu sécurises 10 000, 100 000, plus. Du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donner aux utilisateurs une option qui leur permet d'avoir une autre solution de backup. Et cette solution de backup, elle consiste à lier ton identité à ton accès à ton backup. Donc ton identité, c'est-à-dire que tu vas te présenter des documents d'identité, tu vas passer au travers de ce qu'on appelle des IGV, Identity Verification, c'est-à-dire que tu vas mettre devant une caméra et tu vas dire qui tu es, tu vas devoir dire tu as des challenges qui te permettent de t'authentifier en tant qu'humain. Et une fois que tu as fait ce process, ta clé, elle va être la clé qui a été générée dans ton device Ledger. Elle va être partagée en 3 parties et envoyée de manière sécurisée à 3 entités différentes, dont Ledger, et on est une des 3. Dans des juridictions dans des juridictions différentes, des entreprises différentes, et tout ça est stocké dans des HSM, donc des serveurs sécurisés, disons. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser tes cryptos de manière tout à fait normale en utilisant ton device Ledger, et tu es complètement souverain sur tes valeurs, tes cryptos, ton identité, etc. Et le jour où tu as perdu tes 24 mots, ou tu n'as plus accès à ton wallet, si tu n'as rien d'autre, tu as perdu tes cryptos. Si tu as souscrit à Ledger Recover, tu vas reprouver ton identité. Avec un KYC, une vérification d'identité classique où tu vas faire exactement. Montrer ton visage. Montrer tes documents d'identité. Ouais. Tu vas le faire 2 fois. Et ensuite, 2 des partenaires vont vérifier cette identité et vont donner l'ordre au HSM de renvoyer tes morceaux de clés à ton device Ledger qui va les recombiner pour recréer ta seed. Sachant qu'il en faut 2 sur les 3. C'est un 2 parmi 3, tout à fait. Ok, et donc à l'époque, il y avait une énorme polémique, des gens sur Twitter qui prenaient leur marteau pour casser leur Ledger. Ouais, il y a eu un peu de polémique autour de ça. Ouais. Et la principale raison pour laquelle il y a eu une polémique, c'est que les utilisateurs ont eu connaissance de ce service qui est un petit peu innovant à travers une release note. Parce que dès qu'on rajoute des nouvelles features, que ce soit dans le firmware, dans Ledger Live, etc., on écrit des release notes en expliquant ce qu'il y a dedans. Et on voulait le lancer officiellement avec la communication qui va bien quelques jours après. Et on se disait, le jour où on lance, il faut qu'il soit déjà prêt, histoire que les gens puissent le tester directement.
Et du coup, on s'était lancé à faire ça. Et au moment où on publie le firmware, on publie la release note qui dit que dans le firmware, il y a cette fonctionnalité. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait écrit, mais c'était une release note, donc c'était pas très descriptif. Et à partir de ce moment-là, il y a certains utilisateurs qui ont vu ça et qui ont commencé à spéculer sur qu'est-ce que c'était cette feature et qui ont commencé à imaginer qu'on était en train de créer des backdoors, etc. Et c'est à partir de ce petit hic de communication que ça a créé un grand drama. Et vu que les réseaux sociaux ont un algorithme qui est très efficace pour amplifier les dramas, etc., cette petite release note qui, à la fin, était un peu un détail de communication, a créé un grand drama. Ouais. Et donc, à l'époque, il y avait pas mal. Bon, après, voilà, toi, je m'en souviens, à l'époque, t'as fait pas mal d'interviews pour. Je crois que j'en ai fait une 20aine en 5 jours. C'est mon record absolu, ouais. Et bon, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, la communauté a digéré, entre guillemets. Alors, depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, maintenant, déjà, on me parle beaucoup moins de Recover, on en a parlé beaucoup au début. Et maintenant, quand on m'en parle, en fait, la plupart du temps, les gens viennent me dire soit c'est cool, ou soit mais je comprends pas, à l'époque, le drama qu'il y avait sur Crypto Twitter, il était complètement injustifié et tout. Alors que je me souviens, au moment où on s'est battu contre le drama, on avait très peu d'appui. C'était un peu, vu que le drama était très gros, tout le monde et que, en plus, c'était pendant une époque un peu bearish. Du coup, l'ambiance était très négative et tout le monde jouait à qui tape le plus fort sur Ledger. Donc maintenant, ça réconforte de voir qu'on a de l'appui, etc. Mais à l'époque, c'était un peu dur. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a pas mal d'utilisateurs de... Ouais, on est assez content. Après, il faut savoir que le service, il coûte $10 par mois. Donc, c'est pas un service gratuit. Ouais. Pour autant, on est quand même assez content du succès qu'il a. Et du coup, on a moins de gens qui contactent le customer support en disant j'ai perdu mes 24 mots, j'ai perdu mon PIN, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. J'imagine qu'il y a eu des premiers clients qui ont redemandé ou même pour tester, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le service fonctionne. Ok. Et à part ça, donc, vous avez lancé aussi maintenant 2 hardware wallets coup sur coup. Donc il y a eu Ledger Stacks qui avait pris pas mal de temps parce que il y avait un problème de production sur l'arrondi qui est très cool. Enfin, j'ai vu la photo, mais donc ça a pris pas mal de temps. Et après le Flex qui est arrivé, les deux sont sur comme à Remarkable. C'est des écrans qu'on appelle Ink. Ink, ouais. Et comment s'est passé le lancement? Enfin, je sais pas, il y avait un besoin de la communauté d'avoir un plus gros peut-être écran que l'écran classique, que l'écran de la Nano, j'imagine. Exactement. Du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que les interactions qu'on fait avec les blockchains, elles sont de plus en plus complexes. Et en tant qu'utilisateur, il y a besoin de comprendre plus de choses quand tu interagis. S'il s'agit juste de Bitcoin n'a pas changé depuis le début de Bitcoin, enfin vraiment très peu. Et signer une transaction Bitcoin, c'est assez simple en fait. Tu as besoin de savoir combien tu dépenses, à quelle adresse et quels sont les fees. Et c'est tout. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un écran gigantesque à la limite. Ouais. Quand il s'agit d'interagir avec des smart contracts compliqués, d'aller faire du bridging, d'interagir avec un abstracted account ou je ne sais pas quel L2, là du coup les choses commencent à devenir plus compliquées. Et ce qui... En tant qu'utilisateur, si tu ne comprends pas ce que tu signes, si tu fais du blind signing, en fait, tu prends des risques énormes. Ouais. Tu es en train de peut-être donner l'accès à tous tes fonds à un attaquant. Donc, être capable de... Et juste par rapport à ça, parce que c'est vrai que souvent, tu signes des transactions, mais en fait, tu te dis, je comprends rien, je comprends pas le message d'erreur, donc je signe, parce que ça se trouve, pas le message d'erreur, mais l'alerte, entre guillemets. Enfin, souvent, c'est, entre guillemets, mal retranscrit. C'est-à-dire, je sais pas, tu vas sur MetaMask, tu signes, mais tu sais pas trop ce que tu signes. Et donc, quand tu fais ça, peut-être que tu es en train de donner tous tes fonds, de tout ton wallet à un attaquant. Ouais. Et c'est pas peut-être, ça arrive régulièrement. En fait. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a lancé une grande initiative qui s'appelle ClearSign All the Things, qui consiste à définir un standard qui permet aux DApp de nous expliquer à nous ou tous les wallets comment on doit interpréter leur payload, la transaction assignée, comment on fait pour l'interpréter côté wallet. Donc on a créé ce standard et du coup ce standard permet au wallet de bien décoder la transaction qu'il est en train de recevoir, de la montrer à l'utilisateur,
pour que les utilisateurs consentent en connaissance de cause. Donc ça, c'est une grande initiative qu'on a lancée qui s'appelle Clear Sign of Things, et on améliore de plus en plus, et de plus en plus, on va être capable de signer l'ensemble de toutes les interactions que tu peux avoir dans le monde Web3. On commence par Ethereum parce que c'est là qu'est l'action et que les interactions sont les plus complexes, mais l'idée, c'est de faire ça sur toutes les chaînes. Donc t'expliquer ce que tu signes. Exactement, t'expliquer ce que tu signes. Pas que sur du Ledger Nano, du Ledger Flex, ou même sur le petit Nano sur l'écran, tu peux. Sur le tout petit Nano, le S, S+, ça sera pas implémenté correctement. Okay. Sur le X, à peu près, mais avec les limitations d'écran. Et sur le Flex et Stacks, là par contre, du coup, on a d'un côté le Clear Sign of Things qui nous permet de parser cette transaction, et de l'autre côté un plus grand écran qui te permet d'avoir sur un écran, voire peut-être deux selon les cas, l'ensemble de toutes les transactions qui te permet de toutes les informations qui te permettent de comprendre quelle est l'intention que tu es en train de signer, quoi. Est-ce que tu veux vraiment consentir à donner l'accès à tout ton wallet à ce wallet, à cette adresse-là. Et là, c'est peut-être pas ça que je voulais faire, je voulais juste faire un swap, tu vois. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet. En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 € et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. Et donc voilà, ça c'est deux choses. Ça nous permet de résoudre ce grand problème de sécurité qu'on a aujourd'hui. Et parce qu'en fait, ce qu'on voit dans l'écosystème, la sécurité et les attaquants ont pas mal changé. Il y a pas si longtemps, les attaquants étaient directement sur le phishing, disons. Ils t'envoyaient un site web prétendant être Ledger ou je sais pas quel Uniswap, etc. Tu arrives sur ce site web, et le premier truc qu'ils te demandent, c'était 24 mots. Tu les remplis sur le site, et l'attaquant a accès à ton wallet. Ça, c'était un vecteur d'attaque qui était très très populaire de 2017 jusqu'à 2021-2022. Ça marche de moins en moins pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait beaucoup d'éducation. Les gens ils ont fini par comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Et c'est une bonne nouvelle, ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on est vachement plus rapide à take down tous ces sites. Tout le monde, il y a un effort collectif dans l'écosystème, que ce soit Ledger, MetaMask. Et après, il y a plein de sociétés dont c'est le métier. Je pense à Blockhead, Exagate, Chain Patrol. Bref, il y a tout un tas de sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et quand ces sites qui fleurissent, ils sont taken down genre super rapidement. Et du coup, ils ont assez peu de temps de faire des dégâts. Et du coup, ça limite pas mal ce vecteur d'attaque. Et du coup, les attaquants doivent trouver d'autres stratégies pour vider des wallets. Et donc, encore une fois, c'est un peu un jeu de chat et de la souris. Donc, ils ont uppé leur game. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils font différentes choses. Maintenant, ils font pas mal d'exploitation sur les software wallets. Typiquement, si tu as un wallet, Trust Wallet, je ne vais pas citer que MetaMask, parce qu'ils n'ont rien fait, je veux dire. C'est un software wallet dans lequel ta seed est à l'intérieur du software wallet. Donc, tu n'as pas de hard wallet. Tout est dans le software wallet. Dans un hot wallet. Dans ce qu'on appelle, c'est souvent utilisé comme un hot wallet, ouais. Du coup, là, on voit de plus en plus d'exploitations dans lesquelles les malwares qui peuvent arriver sur les ordis ou sur les téléphones. Avant, ils faisaient tout un tas de choses pour espionner ce que tu fais, etc. Trouver des accès à tes accounts Google. Maintenant, les malwares, si tu as un MetaMask, ils vont chercher ta clé et la vider. Ah oui. Maintenant, c'est embedded dans les malwares de plus en plus. Ça, c'est une grosse tendance qu'on voit. Aujourd'hui, si tu as ta site dans un software wallet, tôt ou tard, tu vas te prendre un malware qui va la vider. Ça, c'est inévitable. Et on voit ce truc arriver. Et c'est intéressant, ça. Quand tu dis un malware, c'est en fait, tu télécharges, je sais pas, tu télécharges une pièce jointe par mail, tu télécharges un document, quoi. En gros. Ouais, ou tu cliques sur un mauvais lien. En fait, ça dépend ça dépend du niveau d'exploitation du malware. Si tu es juste sur un desktop, sur un ordi, il y a pas besoin de vulnérabilité particulière. Si tu as un programme qui a des privilèges suffisants, c'est même pas besoin d'être administrateur dans la plupart des cas. Donc si tu exécutes ce truc, ça peut vider ton MetaMask très facilement. Ouais, c'est sur un téléphone, c'est un petit peu plus dur parce que tu as un peu de l'isolation entre les applications. Et aussi au niveau operating system. Donc les malwares sur téléphone qui vont faire ça, ils ont besoin d'une vulnérabilité supplémentaire. Et donc soit tu as un OS pas à jour,
comme 90% des gens. Ouais. Donc là, ils vont utiliser des vulnérabilités qui sont déjà documentées et existantes. Donc si tu as fait les patchs de sécurité, potentiellement, elles sont patchées. Si ton téléphone il est plus supporté pour les patchs de sécurité, ça arrive vite, en 2 ans, 3 ans, il ne supporte plus les patchs de sécurité. Du coup, les attaquants ils vont pouvoir utiliser des vulnérabilités publiées qui permettent d'aller accéder à la data d'une autre application alors que tu es juste en train de, installer une application qui n'a rien à voir ou aller sur un site web qui n'a rien à voir, et la vulnérabilité va pouvoir faire casser l'isolation entre les apps et accéder au site qu'il peut y avoir dans Trust Wallet. Ok. Ah ouais. T'as ça, et après t'as les 0-day, donc c'est les vulnérabilités qui n'ont pas encore été patchées et qui se vendent sur le marché gris, disons, ou noir, qui se vendent assez cher. Mais aujourd'hui, en fait, on arrive dans le moment où le prix de la vulnérabilité, même s'il est cher, genre un 0-day full chain, c'est-à-dire c'est un truc est persistant, donc ça c'est le truc le plus cher. Ça coûte entre 1,5 million et 2,5 millions. Et ce genre de... Revendu à l'infini en plus. Hein. Ouais, revendu à l'infini, mais le problème c'est qu'une fois que c'est trop utilisé, Apple, Google vont le voir et ils vont vite faire un patch de sécurité. Ok. Et juste pourquoi, dans ce cas-là, les hackers, tu vois, au lieu de vendre 1 million, 2 millions, ils vont pas directement voir Google et ils leur disent voilà. Parce que les bounties sont beaucoup plus bas. Ok. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est juste simple. Ok. Donc, si t'es un white hat et que t'es pas là que pour l'argent, t'es là pour rendre le monde meilleur, là tu vas voir Google et tu veux choper un bounty. D'accord. Si t'es là que pour l'argent, tu vas aller le vendre sur des plateformes il y a des brokers qui font ça. Tu vas sur Zerodium, c'est là que t'as les prix en direct. Quoi. Ok. Ou alors tu travailles pour une organisation criminelle ou / la Corée du Nord. Et donc là, tu vas trouver la vulne et tu vas l'exploiter toi-même. Ok. C'est un peu Et du coup, ce genre de vulnérabilité dont je parlais, donc qui coûte entre 1,5 million et 2,5 millions, ça permet de faire en sorte qu'il me suffit juste de connaître ton numéro de téléphone ou je sais pas, ou ton login Telegram ou n'importe quoi sur lequel tu as une présence en ligne. Et je le rentre dans mon système, dans mon logiciel qui exploite la vulnérabilité, je clique sur Hack et j'ai un full accès à ton téléphone. Wow. Full access, c'est-à-dire que je peux allumer ton micro maintenant et écouter ce qu'on dit, vider ton MetaMask. Sans que je le sache, bien sûr. Sans que tu le saches, évidemment. Ouais. Donc ça, c'est pour ça qu'elle coûte si cher, parce que c'est 0 clic, t'as rien à faire. C'est persistant, tu peux rien faire pour l'enlever. Et c'est-à-dire que si je mets à jour mon OS, ça... au moment où Apple et Google vont être au courant de cette vulnérabilité, vont l'avoir reverse et vont avoir compris... comment elle est utilisée, potentiellement ils vont la patcher. Waouh, je ne savais pas du tout ça, c'est fou. Donc ça, et du coup, ce qu'on voit, c'est que ce genre de vulnérabilité, avant, c'était principalement les grosses organisations criminelles, la Corée du Nord qui les utilisaient, et pas spécialement pour la crypto. C'était, ou aussi, je parlais aussi des services secrets, on les oublie, ils espionnent des gens dans le monde, et ils utilisent ce genre de vulnérabilité pour faire ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vu que les enjeux augmentent beaucoup dans le monde de la crypto, on voit de plus en plus ce genre de vulnérabilité qui va être acheté par des organisations criminelles pour voler des cryptos, non plus juste pour faire de l'extorsion ou comme vous pouvez voir précédemment. Donc tu as ça, et donc ça qui augmente, et comme je te dis, le prix que les attaquants sont prêts à payer pour obtenir une vulnérabilité commence à être compensé par ce qu'ils peuvent gagner en l'exploitant. Donc, du coup, ça en vaut la chandelle. Donc là, on voit qu'ils ont augmenté leur game. Ouais. Et tu as ça d'un côté, et d'un autre côté, tu as tous les scams autour de je vais te faire signer une transaction, tu crois que tu vas claimer je sais pas quel airdrop, et en fait, tu es en train de faire un permit sur l'ensemble de ton wallet, et j'ai créé un crypto drainer qui va vider ton wallet en une seule transaction. Et ça, on a un petit peu... moi, j'ai un peu étudié le truc. Et les crypto-drainers, c'est redoutable. Ils sont déjà arrivés au moment où les gens qui écrivent les crypto-drainers et les gens qui les exploitent, c'est deux organisations séparées. Ouais. Et typiquement, les gens qui écrivent le crypto-drainer, ils récupèrent leurs taxes sur le smart contract direct.
C'est-à-dire que donc, toi, tu es un attaquant, tu veux exploiter, tu veux vider, je sais pas. Mon wallet, par exemple. Enfin, non, tu veux vider plein de wallets. Oui. Tu veux vider plein de wallets et tu vas faire en sorte de, je sais pas, envoyer des messages sur Discord, etc., qui font pointer vers le site web. Ouais. Et tu as besoin d'un drainer qui va drainer tous les wallets qui cliquent sur ton lien. Ouais. Donc, tu vas pinguer les mecs qui développent les drainers. Okay. Ils vont mettre en ligne mettre sur la blockchain leur smart contract qui draine tous les wallets qui interagissent avec eux. Et ensuite, le smart contract qui récupère les fonds, le drainer récupère 30%, et toi qui as mis en place l'attaque récupère 70%. Ah ouais, donc on est sur un modèle d'apporteur d'affaires, quoi. Ah, on est déjà... donc ils ont déjà mis en place un système qui est suffisamment organisé pour avoir un modèle de porteur d'affaires. C'est fou. C'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais souvent en bas de mes vidéos, en commentaire, t'as des gens qui disent maintenant faites-moi, il y a de l'argent sur ce wallet-là, par exemple, mettez cette liste de 24 mots sur votre hardware wallet, et après j'imagine que c'est un drainer en fait, un wallet drainer. Celle-là, ça m'a l'air d'être un peu différent, il faut regarder dans le détail, mais effectivement, il y a plein d'attaques qui tournent autour de te faire cliquer sur un lien, de te faire signer une transaction que tu comprends pas. Ouais. Et une fois que tu as signé une transaction que tu ne comprends pas, là, tu es potentiellement en train de donner l'accès à ton wallet à un crypto drainer. Ouais, parce que j'imagine que dans le cas de cette attaque, il faudrait que je creuse, mais que c'est en transférant les fonds du wallet en question vers ton propre wallet à toi, que là, en fait, tu vas finalement drainer les fonds de ton propre wallet vers le wallet en question. J'en sais rien. C'est possible qu'on te fasse signer quelque chose sur ton wallet de réception pour pouvoir déloquer les fonds. Et c'est à ce moment-là que tu perds tout. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que de ce que tu disais, c'est que les attaques sont beaucoup plus élaborées qu'avant et que avoir ces fonds sur un hot wallet type MetaMask, Rabi, sans sécurité, c'est plus dangereux qu'avant, quoi. Ça devient de plus en plus dangereux juste parce que, encore une fois, c'est toujours une question de coût-opportunité. Ouais, bien sûr. Les attaquants, c'est des gens très rationnels. Ils vont pas dépenser des dizaines de millions pour récupérer 100 000. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'argent et du coup, ils sont capables de déployer des fonds vachement plus grands. Ouais, incroyable. Je te propose de conclure par votre carte crypto. Vous avez lancé une carte crypto. Alors, ce que j'ai envie de dire en préambule, c'est que c'est pas nous qui lançons cette carte. D'accord. Nous, on connecte nos utilisateurs à Banks, qui propose cette carte crypto. Okay. On a un partenariat, mais à la fin, la carte, elle est développée, opérée par une entreprise tierce qui s'appelle Banks. Ok. Et donc l'intérêt, c'est quoi? Tu payes avec ton wallet, je sais pas, tu as des USDC, tes USDC vont être convertis au moment de la transaction, je sais pas, en euros quand tu fais le paiement. Exactement. Elle est assez intéressante pour plusieurs raisons, cette carte. La première chose, c'est effectivement, tu top up en crypto ou en stable sur ton compte Banks. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu fais une transaction on-chain dans laquelle tu envoies tes bitcoins à ton compte Banks. Là, il faut savoir que tu es moins en self-custody parce que tu les envoies chez Banks. Banks utilise nos solutions enterprise pour sécuriser leurs fonds, donc on a tendance à penser qu'ils vont être bien sécurisés. Et ensuite, donc les fonds qui sont sur ton compte Banks, au moment où tu payes avec ta carte, c'est à ce moment-là que tes bitcoins sont convertis en fiat, en euros, en dollars, au moment où tu payes. Et c'est à ce moment-là que la conversion se fait. Après, tu as aussi, donc ça c'est le mode normal, et déjà le mode normal, je trouve qu'il est pas mal parce qu'il y a pas mal de cartes, ça commence à changer, mais et d'ailleurs grâce à Banks, il y a pas mal de cartes qui te font transférer au début du mois, en fait. Au moment où tu top up, tu envoies des bitcoins sur le compte et tes bitcoins, ils valent $10 000 et tac, tu as $10 000 sur ton compte et c'est ça que tu vas dépenser pendant tout le mois. Parce que j'allais dire justement, moi ce qui me dérange un peu avec ces cartes-là, surtout quand tu es français, c'est que si à chaque transaction, tu vois, tu dois retenir la transaction pour calculer ta plus-value. Ça, c'est le problème des taxes françaises. Si tu es en plus-value. Mais si tu es en plus-value, ça. Si tu es en moins-value, tu dois le déclarer aussi, j'imagine. Oui. Je veux dire, si tu as juste acheté de la crypto de base et que cette crypto-là. Oui, bref, il y a toujours ce calcul, en tout cas avec la plus-value. Et surtout, sur les taxes françaises, le problème, c'est qu'il faut que tu connaisses la plus-value sur l'ensemble de toutes tes positions crypto. Et ça, c'est impossible. En fait, c'est pas c'est pas une question que tu as envie de frauder ou pas frauder, mais c'est super dur à faire. C'est super dur. Non, mais ça. Si tu as des fonds partout et que tu sais, il faut qu'à chaque instant tu sois capable de dire que sur les 10 000 dollars équivalents que tu as en crypto, combien tu as investi en dollars au début par rapport à combien tu as. Il faut que tu sois capable de savoir ça à chaque instant. Ou juste au moment de la déclaration, tu dis, j'ai pas envie de me prendre la tête et je déclare 30%. Mais ça, c'est hard quand même. Ouais. Si tu as moins de 30% de plus-value, déjà, tu fais pas ça, quoi. Ouais, exactement.
Donc ouais, ça c'est effectivement ça c'est un peu une limitation, mais bon là nous on n'y peut rien. Là, ouais, bien sûr, non, taxe c'est française ouais. et après t'as pas le même système selon quel pays t'es. Et sinon t'as un autre système sur Banks qui d'ailleurs peut permettre d'éviter ça. C'est que tu peux mettre tes bitcoins en collatéral. Ok. Et je sais plus quel est le niveau. T'as un seuil de liquidation évidemment. Enfin de liquidation. T'as un seuil au-delà duquel si tu dépenses plus que ton collatéral. Enfin. Plus qu'un certain niveau de ton collatéral, bah, tes bitcoins vont être automatiquement vendus à ce moment-là. Okay. Donc, je sais pas, disons que tu mets 10 000 $ en équivalent bitcoin en collatéral et le seuil est à 70%, je crois que c'est autour de ça. Dès que tu vends, et donc tu peux faire ça, et donc à la fin du mois, tu choisis entre utiliser ton collatéral, donc le vendre tes bitcoins pour couvrir ta dette, tes 7 000 $, ou le repayer en dollars. Tu remets 7 000 $ dans ton compte et tu gardes ton bitcoin en collatéral. Donc ça, si tu fais ça, du coup, je pense pas que tu sois dans un événement taxatoire. T'es un peu en zone grise. En gros, ce que tu dis, c'est que tu mets du bitcoin en collatéral. Ou de la crypto, ça peut être de l'USDC. Tu peux payer après en euros. Et après, ces euros-là, qui sont backés par les cryptos en collatéral, tu pourras rembourser. Et à la fin du mois, tu choisis. Soit tu dépenses, soit tu couvres ta facture de la fin du mois de toutes les dépenses que tu as fait en carte avec tes bitcoins ou ton collatéral. Ouais. Oui, dans ce cas-là, c'est fait générateur. Mais... Ouais, là, c'est fait générateur, je pense. Ou alors, tu top-up ton compte avec des fiat. Ouais. Et là, tu couvres ta dette. Okay. Et ça, c'est une feature qui est assez intéressante aussi, je trouve, dans le système Max. Après, juste ce qu'on a dit sur les taxes, on n'est pas des spécialistes en taxes. On pourrait demander à un avocat fiscaliste. Exactement. Super, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu peux dire un dernier mot peut-être sur, je sais pas, le futur de Ledger? C'est quoi les prochains milestones, la vision la vision long terme, et on l'a vu un peu au travers des exemples dont on a parlé, c'est vraiment de donner aux utilisateurs des outils pour être souverains sur leur vie digitale. Ouais. Si on veut essayer de prendre un peu de recul, c'est ça. Du coup, tes cryptos, c'est un exemple très très immédiat de valeur dans ta vie digitale. Et ton identité, tes logins, ta data. Si on imagine des use cases où tu fais juste un Google Photos sans Google, là, il y a potentiellement 0 crypto au milieu. Ouais. Et ça a de la valeur pour toi parce que tu n'as pas envie de donner tes photos à tout le monde, mais tu as envie de les partager avec qui tu veux. Ouais. Et du coup, ça, c'est un use case qui rentre complètement dans la vision de Ledger. Et donc, d'un côté, cette partie sécurité, et sans jamais compromettre sur la sécurité, résoudre le problème de l'UX, qui est un véritable problème, c'est un challenge. On va pas réussir une adoption de masse des cryptos en demandant à Madame Michu de comprendre comment marche le L2, comment tu fais un bridging de USDC sur L2 vers Morpho sur base. Ouais. Ça, on va pas réussir à faire ça. Donc, il faut réussir à résoudre le problème de sécurité et faire en sorte de donner l'accès à ces outils de manière la plus simple et possible et résoudre cette question d'expérience utilisateur. Et Recover, d'ailleurs, est un des outils qu'on offre qui permet de rendre plus facile l'expérience utilisateur. Ok, top. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que les hackers sont quand même les hacks sont quand même plus élaborés, sophistiqués qu'avant, quoi. Moi, je suis dans le monde du hacking depuis que j'ai 12 ans et j'ai vu différentes périodes et clairement, le monde du hacking est devenu beaucoup plus sophistiqué. Quand j'avais 12 ans, j'arrivais à hacker des trucs tout seul avec mon ordi et tout était super simple. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué à hacker. Mais il y a beaucoup plus de valeur. Du coup, les attaquants ont augmenté leur niveau, l'ensemble des moyens qu'ils mettent à hacker les choses. Et du coup, le jeu du chat et de la souris, il devient de plus en plus compliqué. Il faut être de plus en plus vigilant. Et nous, Ledger, il faut qu'on soit aussi, qu'on continue à augmenter la barre pour la sécurité. Dans la sécurité, je dirais la leçon principale, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers en se disant c'est bon, j'ai tout développé, c'est fait, c'est sécure à jamais. Quoi. Ouais. Ça n'existe pas. Yes. Charles, merci beaucoup. Merci à toi.